explorer les coins oubliés du monde. As-tu déjà réfléchi au fait qu'il existe, sur notre planète, des lieux si isolés, si sauvages, qu'ils semblent appartenir à un autre monde? Des terres où le vent ne cesse jamais de souffler, où le froid tranche comme une lame de rasoir, et où le silence est si profond que le moindre souvenir d'une ville résonne comme un écho lointain. Ce sont des endroits façonnés par des siècles de solitude, des paysages sculptés par le temps, gardiens d'histoire que presque personne n'a eu le courage d'écouter. Imagine maintenant des îles ravagées par les tempêtes au cœur d'océans indomptables, des monastères érigés sur des falaises défiant la gravité, des villages oubliés sous des couches éternelles de glace, et même un point en mer si éloigné que l'humain le plus proche se trouve littéralement dans l'espace. Ces 14 destinations extrêmes cachent bien plus que la solitude. Elles renferment une beauté brute, des mystères fascinants et le genre de défi que peu oseraient affronter. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à choisir d'y vivre? Quels secrets ces régions protègent-elles? Et pourquoi même de si loin exercent-elles sur nous une attraction presque magnétique? Aujourd'hui, je t'invite à un voyage différent de tout ce que tu as pu voir. Prépare-toi à découvrir les 14 endroits les plus inaccessibles de la planète. Et je peux te le garantir, après avoir fait connaissance avec chacun d'eux, tu ne verras plus jamais notre monde de la même manière. Sans plus attendre, embarquons pour cette aventure. Et un avertissement, à chaque étape, les paysages deviennent plus impressionnants. 1. Ølet Kerguelen, le vrai bout du monde perdu dans le sud de l'océan Indien, à plus de 3000 km de toute trace de civilisation, se trouvent les mystérieuses îles Kerguelen, surnommées les îles de la désolation. Et ce nom n'est pas exagéré. Ici, le vent souffle comme s'il n'avait jamais appris à s'arrêter. Les eaux sont déchaînées, le froid est constant, et l'on a vraiment l'impression d'être aux confins du monde connu. Une histoire qui commence dans le vide. Découvertes en 1772 par un navigateur français, les îles ont été baptisées du nom de Kerguelen Trémarec. Depuis, peu de choses ont changé. Au fil des siècles, elles ont servi de base pour les chasseurs de phoques et de baleines, mais n'ont jamais prospéré en tant que colonie. Ce n'est qu'au XXe siècle que la France a officiellement pris possession de l'archipel, le transformant en un territoire stratégique et scientifique. Un laboratoire au bout de la Terre. Aujourd'hui, entre 50 et 120 chercheurs séjournent périodiquement sur ces terres inhospitalières basées à la station de Porto-Français. Là, dans des structures modestes mais bien organisées, ils affrontent l'isolement pour étudier les glaciers, les espèces marines et même le comportement des vents extrêmes. Le quotidien est strict. La moindre erreur peut être réellement dangereuse, car on ne peut demander de l'aide rapidement. On est, littéralement, à plusieurs jours de toute assistance. Terrain brutal, beauté incomparable. L'île principale de l'archipel mesure 160 km de long et est entourée de plus de 300 îlots. Le décor semble sorti d'un film post-apocalyptique. Montagnes volcaniques, fjords profonds et l'imposant mont Ross, culminant à près de 1850 mètres d'altitude. Le tout baigné par un climat subantarctique et des vents qui, sans exagération, peuvent littéralement te faire tomber par terre. Accès, un défi en soi. Il n'y a pas de vol pour s'y rendre. Le seul accès est maritime, au départ de l'île de la Réunion ou occasionnellement de l'Afrique du Sud. Un voyage qui peut durer jusqu'à 1 semaine et dépend de l'humeur de l'océan. Vous avez manqué la fenêtre d'embarquement? Préparez-vous à passer 3 mois en isolement, en attendant le prochain navire. Un paradis scientifique inviolé. Aussi hostile qu'elle puisse paraître, Kerguelen est une mine d'or pour les scientifiques. Sa faune marine est presque intacte. Baleines, orques, manchots royaux, oiseaux rares, tout se développe loin de l'empreinte humaine. La pureté de l'air, l'absence de pollution et le silence absolu font de l'archipel un lieu idéal pour des recherches environnementales, astronomiques et climatiques. Une expérience transformatrice. Peu de gens y ont posé le pied.
et ceux qui l'ont fait en sont revenus transformés. Car vivre pendant plusieurs jours dans ce désert de glace, c'est se confronter à sa propre petitesse face à la nature brute. C'est comprendre ce que signifie réellement être isolé, tout en étant connecté à quelque chose de plus grand. 2. Tristan da Cunha, là où la vie résiste dans l'Atlantique. Imaginez maintenant vivre dans l'un des endroits les plus reculés de la planète, entouré de l'océan Atlantique Sud de tous les côtés, sans aéroport, sans circulation et avec un peu plus de 250 voisins. Voilà Tristan da Cunha, l'archipel habité le plus isolé de la Terre. Une communauté aux racines profondes, découverte en 1506 par le navigateur portugais Tristan da Cunha, l'île est restée pratiquement ignorée pendant des siècles, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, des marins et aventuriers européens décident de s'y installer. Ainsi naît l'une des communautés les plus soudées et résilientes du monde, aujourd'hui concentrée dans le village principal, Édimbourg des Sept Mers. La vie y suit son propre rythme, une école pour tous les âges, une église, un petit hôpital, un musée local et une économie centrée sur la pêche au homard et la vente de timbres aux collectionneurs. Tout se fait en commun, tout est partagé. Y arriver est déjà une victoire, pas d'aéroport. Le seul moyen d'accès est par bateau depuis l'Afrique du Sud, et ils sont rares, au maximum une douzaine par an. La mer agitée, les vents imprévisibles et le risque de tempête rendent chaque arrivée délicate. Et même ceux qui obtiennent l'autorisation de débarquer doivent être prêts à rester sans date de retour. Nature sauvage, beauté surréelle. Le point culminant de l'île est un volcan endormi de plus de 2000 mètres de hauteur, entouré de champs verdoyants, de roches noires et d'un littoral où manchots, phoques et albatros évoluent librement. En mer, dauphins et baleines complètent le spectacle. Malgré un climat tempéré, le temps change soudainement. L'agriculture demande des efforts et de la solidarité, plantation communautaire de pommes de terre, potager collectif et élevage garantissent le nécessaire à tous. Vivre ici, c'est choisir un autre chemin. À Tristan, chaque habitant connaît les autres par leur prénom. Pas de précipitation, pas de foule, mais des défis. Les urgences médicales nécessitent une évacuation par bateau. L'Internet est limité. Et lorsque le volcan est entré en éruption en 1961, tous les habitants ont été évacués vers l'Angleterre, mais presque tous ont choisi de revenir. Pourquoi? Parce que l'île est plus qu'un foyer. C'est une identité. Équilibre entre tradition et avenir. La communauté vit les pieds dans le présent et les yeux tournés vers l'avenir. Des projets de préservation de l'environnement et des programmes d'échange avec d'autres pays aident à préserver l'écosystème et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes. Et le tourisme? Juste assez pour ne pas briser la magie. Tristan da Cunha est un rappel que même dans le lieu le plus isolé du monde, l'être humain peut trouver un sentiment d'appartenance, de paix et un sens plus profond à la vie. 3. Niihau, l'île interdite d'Hawaï. Imaginez une île où le temps s'est tout simplement arrêté. À quelques kilomètres seulement des plages animées de Kauai se trouve Niihau, connue comme l'île interdite, un territoire sans routes asphaltées, sans électricité telle que nous la connaissons et sans le moindre signal Internet tel que le reste du monde le connaît. Un morceau de terre où l'entrée des étrangers est extrêmement rare et où la vie se déroule comme il y a des siècles. Une promesse faite au roi. Tout a commencé en 1864, lorsque la famille Sinclair-Robinson a acheté l'île au roi Kamehameha V, sous une seule condition: préserver la culture et la langue hawaïenne. Depuis lors, génération après génération, cette famille respecte cette promesse. Encore aujourd'hui, Niihau reste fidèle à ses racines, fonctionnant comme une capsule temporelle culturelle résistante à la frénésie de la modernité. Avec un peu plus de 100 habitants, l'île est composée de communautés où la langue hawaïenne est encore dominante. La pêche,
l'agriculture de subsistance et l'élevage de bétail soutiennent le quotidien. Simple, mais chargé de sens et profondément connecté à la terre. Ici, la spiritualité et le sens de l'unité ne sont pas des options, ils sont essentiels. Ce n'est pas qu'un nom, elle est réellement interdite. Niihau n'a pas reçu ce surnom par hasard. Depuis 1952, l'accès à l'île est strictement contrôlé par ses propriétaires. La majorité des gens n'y mettront jamais les pieds. De très rares excursions sélectionnées proposent des survols ou des arrêts rapides sur des plages désertes. Mais le territoire habité reste fermé, presque sacré. Cet isolement suscite des débats. Certains critiquent cette décision et appellent à une ouverture au tourisme durable, tandis que les propriétaires insistent sur le fait que, sans cette barrière, la culture et la nature locale auraient déjà été détruites. Il suffit de regarder le reste de l'archipel d'Hawaï pour comprendre ce qui est en jeu. Une tradition dans chaque geste. À Niihau, les coutumes ancestrales ne sont pas seulement évoquées, elles sont vécues. Les danses de hula, les chants cérémoniels, les fêtes traditionnelles hawaïennes, tout est conservé avec fierté. L'absence d'électricité conventionnelle a été compensée par des panneaux solaires dans certaines zones limitées. L'eau provient de la pluie et des puits. Les aliments viennent de la terre, de la mer et de la chasse, comme les cochons sauvages et les fruits tropicaux cultivés dans les jardins. Internet est bien arrivé, mais seulement dans certaines parties de l'île, et son usage est limité. L'idée est claire, préserver la connexion entre les personnes et avec l'île elle-même, plutôt que de céder à la distraction constante des réseaux sociaux. À Niihau, la nature n'est pas vue comme une ressource, mais comme un parent. Un kupuna, un ancien plein de sagesse. Un lieu empreint de mystère. Si vous souhaitez découvrir Niihau, il vous faudra probablement vous contenter d'un survol aérien ou d'une brève visite en bateau dans les eaux cristallines qui l'entourent. Ces eaux abritent des coraux éclatants, des poissons exotiques et des écosystèmes pratiquement intacts. Et même sans pouvoir poser le pied dans le village, il y a quelque chose de magique à apercevoir cette île où le temps a ralenti, où les histoires ancestrales sont encore racontées sous les étoiles, et où le monde moderne n'est qu'un murmure lointain. Niihau est plus qu'un territoire, c'est un symbole de résistance culturelle et l'une des dernières capsules vivantes d'un Hawaï ancestral. 4. Ittoqqortoormiit, la dernière frontière du Groenland. Nous partons maintenant pour l'un des coins les plus reculés du Groenland, où des fjords glacés dessinent l'horizon et où le silence n'est brisé que par le vent et le craquement de la glace. Voici Ittoqqortoormiit, un nom difficile à prononcer mais impossible à oublier. Un village de un peu plus de 300 habitants, où la vie défie la nature dans sa forme la plus pure et impitoyable. Le monde gelé, de Scoresby blotti entre le plus grand système de fjords au monde, le fjord de Scoresby, et l'immense parc national du nord-est du Groenland, Ittoqqortoormiit est ce qu'on peut appeler la dernière frontière. Ici, les glaciers se déplacent comme des créatures vivantes, bloquant les accès et redessinant les paysages. Les icebergs dérivent lentement, tels des murailles naturelles. En hiver, le soleil disparaît pendant plusieurs semaines, remplacé par une obscurité profonde, uniquement illuminée par la spectaculaire aurore boréale. L'arrivée. Une mission logistique. Arriver jusqu'ici n'est pas simple. D'abord, il faut prendre un avion pour l'Islande. De là, embarquer dans un petit avion en direction de l'aéroport isolé de Nerlerit-Inat. Et la dernière étape. Elle peut se faire en hélicoptère, en bateau, durant les mois les plus chauds, ou même en motoneige, si la glace le permet. Au cœur de l'hiver, les routes disparaissent, et le village se retrouve complètement isolé, dépendant de rares vols pour maintenir les stocks de base. Vivre avec la glace ici, la survie repose sur des pratiques ancestrales. La chasse fait toujours partie du quotidien. Phoques, morses et même ours polaires font partie du régime local, toujours sous réglementation environnementale.
La pêche complète l'alimentation et un petit marché propose des produits rares et coûteux, acheminés par des avions subventionnés. La culture est un mélange de traditions inuites et d'influences danoises. On raconte des histoires d'esprit de la glace, on chante des chants anciens et l'on célèbre la résistance à chaque geste du quotidien. Malgré la télévision par satellite et un accès limité à Internet, le lien le plus précieux reste celui avec la nature et la communauté. Un futur gelé et incertain. Mais tout ne reste pas figé. Le réchauffement climatique modifie ce fragile écosystème. La glace fond plus tôt et se forme plus tard, perturbant les routes de chasse et la subsistance même des habitants. En réponse, certains villageois se réinventent. Ils accueillent des touristes aventuriers, proposent des excursions en kayak durant les brefs étés et hébergent des chercheurs intéressés par l'Arctique. Malgré tout, Ittoqqortoormiit tient bon, presque inchangé. Une communauté forte au milieu du vide, où chaque hiver est une épreuve de résilience, et chaque aurore polaire une nouvelle chance de vivre parmi les paysages les plus solitaires et fascinants de la planète. 5. Le phare de Battery Point, le gardien des marées. Nous continuons vers un lieu où passé et présent se croisent au rythme des marées de la côte californienne. Battery Point Lighthouse, l'un des plus anciens phares de l'État, n'est pas seulement une construction historique, c'est un symbole de résistance, de survie et de lien avec la mer. Et le plus curieux, on ne peut y accéder à pied que lorsque la marée le permet. Le sentier submergé. Situé au large de Crescent City, le phare se dresse sur un petit îlot, relié au continent par un sentier rocheux qui disparaît sous les eaux dès que la marée monte. Pour y accéder, il faut plus que du courage. Il faut une parfaite synchronisation. Si vous vous trompez d'heure, vous risquez de rester coincé sur l'île à attendre que la mer redescende. Ce détail transforme chaque visite en véritable aventure. Mémoire. Gravée dans la pierre. Construit en 1856, le phare abrite aujourd'hui un musée chaleureux, rempli d'objets anciens, de cartes, de photographies et de récits des gardiens de phare qui y ont vécu. Imaginez passer des semaines en isolement, à surveiller la mer, à entretenir la flamme allumée, à écouter le rugissement des vagues nuit après nuit. Ces hommes et ces femmes ont contribué à sauver d'innombrables embarcations et leurs histoires résonnent encore aujourd'hui dans les murs du phare. Le jour où la mer a failli tout emporter. En 1964, le phare a affronté le plus grand défi de son histoire. Un tremblement de terre en Alaska a généré un tsunami qui a dévasté une partie de la côte californienne. Crescent City a été durement touché, mais de façon presque miraculeuse, le phare a résisté aux vagues, devenant un symbole de force et d'espoir pour toute la communauté. Un observatoire naturel. Au-delà de sa valeur historique, Battery Point offre un spectacle à part. Des observations de baleines grises, de phoques, d'otaries et d'une multitude d'oiseaux marins. La brume qui recouvre la côte aux premières heures du matin confère à l'endroit une atmosphère mystique, presque cinématographique. Lorsque la marée est basse, les rochers alentours se transforment en piscines naturelles remplies de petits poissons, d'anémones et d'oursins. Un rappel que la nature trouve toujours une façon de surprendre, même dans les lieux les plus petits et les plus silencieux. 6. Médoc, où la foi résiste au temps. Au cœur des montagnes imposantes du Tibet, où le ciel semble si proche qu'on pourrait le toucher, repose le district de Médoc, l'un des derniers bastions d'isolement véritable en Chine. Pendant des décennies, atteindre ce lieu sacré relevait de l'impossible. Et même aujourd'hui, malgré quelques avancées en matière d'infrastructure, Médoc reste enveloppé dans un voile d'inaccessibilité et de spiritualité. Un sol sacré, protégé par la nature. Plus qu'une région cachée, Médoc est vénéré par les moines et les pèlerins comme un lieu sacré, béni par Padmasambhava, le grand maître bouddhiste connu sous le nom de Guru Rinpoché. On croit que marcher jusqu'à là-bas, en affrontant des sentiers étroits, des précipices et des forêts denses, est un acte de purification spirituelle.
Chaque pas est perçu comme un geste de dévotion et de courage. Le fil de la route qui déchire la solitude. Jusqu'en 2013, Médoc était le dernier district chinois complètement isolé par voie terrestre. La construction de la route fut une épopée. Des décennies de tentatives infructueuses, vaincues par des avalanches et des pluies torrentielles, jusqu'à ce qu'un tunnel de plus de 3 kilomètres et de nouvelles technologies ouvrent un passage. Mais le trajet reste périlleux. Ce sont des jours de voyage, affrontant des brouillards denses, des tempêtes de neige et des altitudes qui défient même les plus aguerris. Des traditions qui respirent dans le silence. La vie à Médoc bat lentement. Majoritairement composée d'ethnies tibétaines et Loba, la population vit de l'agriculture de subsistance, riz, maïs, légumes, et de la cueillette de plantes médicinales rares. Les villages s'éparpillent sur des versants verdoyants, où la langue locale est encore parlée avec fierté, et les enseignements bouddhistes résonnent dans les temples silencieux. La nature environnante est abondante et féroce. Des pandas roux et des léopards nébuleux aux singes dorés, la faune locale cohabite en harmonie avec le peuple, protégé par la géographie et le respect ancestral. Au printemps, les rhododendrons géants colorent les montagnes de tons vibrants, transformant le paysage en un véritable mosaïque de couleurs et de vie, entre le mystique et le moderne. Pour les Tibétains, Médoc est plus qu'une destination, c'est un Shangri-La vivant, un refuge spirituel. Mais la route qui a apporté du soulagement a aussi apporté des dilemmes. L'arrivée de produits, de touristes et d'idées nouvelles menace de briser l'isolement qui protège l'identité locale. Dans chaque village, on sent la tension entre la préservation et le progrès. Visiter Médoc, c'est bien plus qu'un simple voyage. C'est une plongée dans un monde où la foi, la nature et la tradition marchent encore main dans la main, même si, peu à peu, le temps commence à demander passage. 7. Gare de Koboro, le train pour nulle part. Imaginez monter à bord d'un train au Japon, laissant derrière vous les villes illuminées, pour arriver à une destination où il n'y a ni maison, ni route, ni âme qui vive. Telle est la gare de Koboro, sur l'île de Hokkaido, un point perdu entre la mer et les montagnes, où le passé attend encore le prochain passager. La gare cachée du monde. Ce qui rend Koboro unique, c'est son isolement complet. Il n'y a pas de route, pas de voisins, pas de commerce. Rien que des falaises, la mer ouverte et un quai silencieux où le vent souffle comme s'il murmurait des secrets oubliés. L'accès, uniquement par train. Et même ainsi, peu de gens savent qu'elle existe. En descendant ici, on trouve l'essentiel. Un panneau, quelques bancs et le bruit des vagues frappant les rochers. Goélands et cormorans dansent au-dessus des eaux froides, et la solitude est telle que chaque pas résonne dans l'âme. C'est un lieu qui invite au silence, à la pause, à la contemplation, destination des courageux et des curieux. Malgré son isolement, Koboro attire les voyageurs en quête d'insolites. Il n'y a ni hôtel, ni café, ni abri. Ceux qui viennent doivent repartir par le prochain train, qui peut mettre des heures à arriver. Quelques aventuriers plus téméraires tentent de camper dans les environs, affrontant des sentiers escarpés et un terrain instable. La mer peut changer d'humeur rapidement, rendant toute distraction dangereuse. Mais pour ceux qui relèvent le défi, les récompenses sont uniques. Le coucher du soleil sur le Pacifique Nord, l'odeur salée du vent et l'expérience de se déconnecter, même pour quelques heures, du rythme effréné de la vie moderne. Une fenêtre sur le passé. Les Ikkyo-eki, gares cachées, représentent le Japon rural qui disparaît peu à peu. Autrefois, ces gares étaient le lien vital de communautés entières. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des fantômes, maintenus difficilement grâce à des subventions et à la nostalgie des passionnés de chemin de fer. Koboro est plus qu'un point d'arrêt. C'est un rappel que tout progrès n'a pas besoin d'effacer ce qui a été, et que parfois, l'endroit le plus perdu sur la carte peut être précisément celui où l'on retrouve la paix. 8. Le tapon du Darien, là où l'Amérique se fracture, à la jonction des deux Amériques,
entre le Panama et la Colombie, existe une région si sauvage et dense qu'elle interrompt même la plus ambitieuse des routes, la route panaméricaine. Ce tronçon, connu sous le nom de tapon du Darien, est plus qu'un vide sur l'asphalte. C'est un mur naturel, social et spirituel entre deux mondes. La jungle que personne ne conquiert le Darien est une forêt vivante, épaisse et imprévisible. Un véritable labyrinthe d'arbres géants, de marécages traîtres, de rivières tumultueuses et d'une biodiversité aussi riche que dangereuse. Jaguars, pumas, serpents, grenouilles colorées et insectes mortels coexistent dans un écosystème encore intact dans de nombreuses zones. Explorer le Darien, c'est comme entrer sur une autre planète. La lumière du soleil touche à peine le sol, les sons sont étranges et les dangers constants. Ici, la nature ne pardonne aucune distraction. La fracture de la panaméricaine. Depuis les années 1930, on rêve de relier toute l'Amérique par une route. Mais le Darien résiste. Les difficultés techniques, environnementales et politiques sont telles que la faille persiste. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Des spécialistes soutiennent qu'ouvrir un passage détruirait des habitats rares et faciliterait l'exploitation illégale. D'autres, cependant, voient dans la route une opportunité de croissance économique. En attendant, le Darien reste un filtre naturel, à la fois pour les espèces invasives et pour les rêves de migrants qui, désespérés, tentent de le traverser avec l'aide de passeurs clandestins, risquant leur vie. Un mythe qui effraie et fascine. Les expéditions réussies sont rares et toujours entourées de risques extrêmes. En plus des défis naturels, il y a le facteur humain, groupes armés, narcotrafiquants et le danger constant d'enlèvement. Peu reviennent vivants et beaucoup disparaissent à jamais dans les profondeurs de la jungle. Malgré cela, certains restent fascinés. Scientifiques, peuples autochtones, aventuriers, tous savent que là, entre la boue et le silence, la planète vibre encore de sa force brute. Le Darien est un rappel que malgré nos avancées, il existe encore des lieux qui ne veulent pas, et peut-être ne doivent pas, être domptés. 9. Nid du Tigre, le monastère suspendu dans le ciel. Imaginez un temple accroché à la paroi d'une falaise, à plus de 3000 mètres d'altitude, au cœur des montagnes du Bhoutan. C'est le monastère de Taktsang, plus connu sous le nom de Nid du Tigre. L'un des lieux les plus sacrés et les plus difficiles d'accès au monde. Un endroit où la foi touche les nuages. Le vol de la légende. L'histoire raconte que le maître bouddhiste Guru Rinpoché y serait arrivé en volant sur le dos d'une tigresse mystique, sa compagne sous forme animale. Là, il a médité en silence absolu pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Le temple fut érigé ensuite, en hommage à sa mission spirituelle et comme phare pour ceux qui cherchent l'illumination. L'ascension du sacré. Le sentier jusqu'au monastère débute dans la vallée de Paro et demande des efforts. Ce sont des heures de marche sur des pistes escarpées, traversant forêts, marches de pierre et précipices. Des mules transportent des provisions. Des drapeaux de prière flottent dans le vent, comme s'ils bénissaient chaque pas. À un certain point, un café sert de halte avant la dernière montée, la plus exigeante. Au sommet, le paysage coupe le souffle. Vallée verdoyante, cascades et le temple incrusté dans la roche, comme s'il y avait germé. L'arrivée est moins une victoire physique qu'une renaissance spirituelle. Architecture céleste. Le nid du Tigre est composé de plusieurs sanctuaires interconnectés, emplis d'art sacré, d'encens et de la vibration presque palpable de la prière constante des moines. En 1998, un incendie faillit tout détruire, mais le temple fut restauré, pierre par pierre, sous la supervision directe du roi du Bhoutan. Bien plus qu'une destination. Le gouvernement bhoutanais protège rigoureusement le site. Les visiteurs doivent obtenir un visa, être accompagnés de guides et payer des frais qui aident à sa préservation. Mais ceux qui s'y rendent ne cherchent pas seulement le tourisme, ils cherchent une transformation, et c'est exactement ce qu'ils trouvent. Car au nid du Tigre,
Chaque respiration rare, chaque marche gravie et chaque silence partagé avec la montagne est une prière sous forme de voyage. 10. Le Bouvet, le dernier recoin de la Terre. Imaginez un bout de terre si reculé, si isolé, qu'il est rarement foulé par des pieds humains. Dans les profondeurs glacées de l'océan Antarctique, entouré de flots traîtres et enveloppé de brumes éternelles, repose l'énigmatique île Bouvet, officiellement l'île la plus isolée de la planète. Entre glace, volcans et mystère, avec seulement 49 km², Bouvet est un fragment volcanique glacé, où les glaciers plongent abruptement dans des falaises de glace et où la mer semble lutter en permanence contre toute tentative d'approche. Découverte en 1739 par le Français Jean-Baptiste Bouvet, elle est restée oubliée pendant des décennies, et c'est peut-être exactement ainsi que cela doit être. Nature implacable et protectrice. Depuis 1971, Bouvet est une réserve naturelle de la Norvège, protégée par son inaccessibilité. Phoques, manchots et oiseaux marins en sont les seuls résidents, partageant l'espace avec le silence polaire. Le climat est brutal, tempêtes glaciales, vents violents et températures frôlant l'impossible. Il n'y a ni port, il n'y a ni aéroport, seulement la glace, la mer et le ciel. L'énigme du bateau fantôme. En 1964, un petit bateau a été retrouvé échoué sur l'île. Aucun signe d'équipage, aucune explication. Le mystère demeure. Des théories ont émergé, allant d'expéditions clandestines à des apparitions inexpliquées, mais rien n'a été prouvé. Et ce mystère ne fait que renforcer le fascinant pouvoir d'attraction de Bouvet sur ceux qui osent l'étudier. Un laboratoire du bout du monde Bouvet, aussi hostile qu'elle puisse paraître, est un trésor scientifique. Son air pur, son sol volcanique et sa glace millénaire servent de base à des recherches climatiques et géologiques. Chaque flocon de neige ou échantillon de sédiments contribue à raconter l'histoire silencieuse de la planète. Une histoire écrite, loin des regards humains, mais essentielle pour l'avenir de la Terre. 11. Station alerte, là où commence le Nord. En montant vers le sommet du monde, sur la glaciale île d'Ellesmere, au Canada, on découvre Alert, la base habitée la plus septentrionale de la planète. Un lieu où le froid est si intense que la vie se résume à des abris interconnectés par des tunnels, et où le soleil et l'obscurité se relaient pendant des mois entiers. Héritage d'espions et de scientifiques. Créé en 1950, au plus fort de la guerre froide, Alert était un poste d'écoute avancé contre les menaces soviétiques. Aujourd'hui, c'est un centre de recherche météorologique, climatique et magnétique, exploité par des militaires et des scientifiques qui, même au milieu de la neige éternelle, cherchent des réponses aux dilemmes mondiaux. Entre lumière éternelle et nuit sans fin. En hiver, le soleil disparaît pendant jusqu'à 4 mois. En été, il ne se couche jamais. Ce cycle affecte le corps, l'esprit et l'humeur. Vivre à Alert exige plus qu'une préparation physique. Cela demande une résilience émotionnelle. Le froid atteint moins 50 degrés Celsius et le vent peut geler la peau en quelques minutes. Les élus gelés. Ceux qui vivent ici se surnomment fièrement les Frozen Chosen, les élus gelés. Le quotidien est fait de travail technique, certes, mais aussi de convivialité et de créativité. Il y a des fêtes à thème, des sports en intérieur et même des festivals improvisés lorsque le climat le permet. C'est la vie qui persiste aux confins de l'impossible. 12. Île Pitcairn, la dernière histoire de pirates. Au cœur du Pacifique Sud, l'île Pitcairn semble tout droit sortie d'un film oublié. Avec moins de 50 habitants, elle porte sur chaque rocher la mémoire de l'une des mutineries les plus célèbres de l'histoire navale, celle du navire HMS Bounty. La mutinerie qui a changé une île. En 1789, Fletcher Christian et ses mutins fuient la marine britannique et trouvent en Pitcairn une cachette idéale.
Là, ils fondent une nouvelle communauté, mêlant culture polynésienne et européenne. Aujourd'hui, leurs descendants vivent encore sur l'île, avec des noms de famille qui résonnent comme des récits centenaires. La vie au bout de l'océan. Sans aéroport, sans hôpital, accessible par bateau 1 ou 2 fois par mois, vivre à Pitcairn, c'est remonter le temps. Les habitants pêchent, cultivent des fruits, fabriquent de l'artisanat et mènent une vie simple. Internet est arrivé, mais l'âme de l'île reste analogique, communautaire et profondément humaine. Un héritage à la dérive. Aujourd'hui, Pitcairn tente d'attirer de nouveaux habitants en offrant des terres et des incitations. Mais le défi est immense. L'isolement, l'absence d'opportunités et l'exode des jeunes menacent ce petit bastion d'histoire vivante. Pourtant, pour ceux qui y parviennent, la sensation est celle d'entrer dans un chapitre secret de l'histoire de l'humanité. 13. Pointe Nemo, là où même le néant ne va pas. Imaginez maintenant un point dans l'océan si éloigné que l'être humain le plus proche pourrait se trouver dans l'espace. C'est le point Nemo, aussi appelé le pôle d'inaccessibilité océanique, l'endroit le plus éloigné de toute terre ferme. Le centre du vide, situé à plus de 2600 km de toute côte, le point Nemo se trouve en plein gir du Pacifique Sud, une zone d'eau pauvre en nutriments, presque dépourvue de vie marine. C'est le désert de l'océan, où même les poissons évitent de passer. Le cimetière des vaisseaux spatiaux. Ironie du sort. L'endroit le plus éloigné de la Terre est le lieu de repos final d'objets venus de l'espace. Vaisseaux, satellites et stations désactivées sont dirigés pour s'écraser là-bas, loin de toute vie. L'endroit a déjà accueilli plus de 100 enterrements spatiaux et pourrait devenir la tombe de la Station spatiale internationale dans l'avenir. Rien à voir et tout à ressentir. Atteindre le point Nemo est une tâche herculéenne. Des jours de navigation en haute mer, aucun repère, aucune île, seulement de l'eau et du ciel. Et c'est peut-être précisément cela qui fascine tant, car il symbolise la solitude absolue, le vide le plus pur de la Terre. Et paradoxalement, il nous rappelle que même le rien a de la valeur. 14. Station Vostok, le cœur gelé du monde. Au centre blanc de l'Antarctique, là où le silence pèse plus lourd que l'air, se trouve la station Vostok. Fondée par la Russie en 1957, cette base scientifique repose sur un lac caché sous 4 km de glace. Un lac qui pourrait abriter des formes de vie jamais vues. Là où le froid atteint l'impossible. C'est ici qu'a été enregistrée la température la plus basse de l'histoire, moins 89,2 degrés Celsius. Le vent coupe comme une lame, et l'air est aussi sec que celui d'un désert. Pendant l'hiver, seulement 15 à 20 personnes résistent, vivant dans des structures chauffées, reliées par des tunnels, maintenant vivante la mission d'étudier le passé de la Terre. Un portail vers d'autres mondes. Sous la station, le lac Vostok reste liquide grâce à la chaleur interne de la planète. Explorer ce lac, c'est comme visiter une autre planète, peut-être même un reflet de ce qui existe sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade. Et s'il y avait de la vie là-dessous, nous serions alors plus proches de comprendre l'origine de la nôtre. La science contre le silence. Chaque échantillon de glace révèle des secrets climatiques vieux de plusieurs millénaires. Chaque hiver affronté est une preuve que la curiosité humaine est plus résistante que le froid. À Vostok, on ne vit pas, on survit. Et pourtant, nous y restons. Parce que c'est là que l'histoire de la Terre est figée, en attente d'être racontée. Des vents hurlants des îles Kerguelen aux prières murmurées dans le nid du tigre, des légendes de Niihau au silence absolu du point Nemo. Chacun de ces 14 lieux inaccessibles révèle une facette de notre planète que peu connaîtront personnellement, mais que tous devraient imaginer. Il nous montre que même en plein air de l'information, il reste de la place pour le mystère, le silence et l'inconnu. Ce sont des territoires où la nature parle plus fort, où la culture résiste et où la science pose encore ses questions avec humilité. Et c'est cela qui nous pousse. Le désir d'explorer,
de comprendre et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage jusqu'aux confins de la Terre. YouTube recommande 2 autres vidéos de la chaîne que vous allez sûrement adorer. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage avec nous.